Bonjour. Donc moi, je vais vous faire une présentation un petit peu sur le point de vue de l'ingénieur structure, mais vraiment le tout venant, c'est-à-dire les études classiques des bâtiments courants, les méthodes les plus souvent utilisées pour les projets d'exécution, c'est-à-dire à l'instant où on a le moins de temps, etc. Enfin, ce qu'on retrouve un peu la masse des projets de structure. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'au final, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans l'ISS du point de vue du géotechnicien, des entreprises de fondation, etc. Mais le structuriste, à part pour des projets exceptionnels et des études de conception où il a un peu plus le temps, on est encore sur des méthodes un peu anciennes, vraiment linéaires, basiques. Et donc le but, c'était un peu d'illustrer les problématiques qu'on rencontre, parce qu'il y a deux vitesses, et voir avec les outils classiques, qu'est-ce qui peut être fait à minima, un petit peu. Voilà. Donc c'est pas forcément de présenter un cas exceptionnel. Ok, ça commence bien. C'est la flèche, hein. Ah, il y a un piège du précédent. Ah ouais. Bon, bah ça commence bien. Hein. Voilà comment on sélectionne. Voilà, c'est bien, bien vu, bien vu. Bon, alors pour ça, je vais rester très, très classique. Je vais parler un peu de tous les ouvrages, sur pieux, sur semelle superficielle, sur radier. Bon, il y en a d'autres, hein, il y a les inclusions rigides, etc. Mais ça permet un peu de passer en revue tous les sujets un peu problématiques. Alors, de notre point de vue, en structure, la prise en compte de l'ISS, bon, beaucoup de bureaux d'études structure vont dire, bon, c'est super, j'ai des ressorts, ça va assouplir la structure, mais en fait, ils ne se posent pas tellement la question de comment les ressorts sont calculés, comment ils ont été donnés, et puis surtout l'incidence qu'ils ont sur leur structure. Alors, il y a plusieurs types. Il y a, bon, celle qui est la plus répandue, on entend partout, c'est qu'on va assouplir la structure. Donc, si on parle en calcul sismique, on a une possibilité de diminuer les efforts. On va avoir d'autres phénomènes qui vont se créer, qui est la modification un petit peu du comportement de la structure, c'est-à-dire une modification de l'analyse modale si on reste sur la méthode classique de référence qu'on verra le plus souvent. Et comment on prend en compte éventuellement un amortissement du système de fondation. Ça, c'est quelque chose qui est, chez les bureaux d'études structure, on va dire quasiment jamais fait. La plupart du temps, ils s'occupent de prendre le ressort, de calculer, et puis de donner les nouveaux résultats au bureau d'études géotechniques, de façon ou à l'entreprise de Pieux. Alors, bon, le premier système d'assouplissement, effectivement, on va peut-être diminuer les efforts, mais on oublie un peu ce qui se passe au niveau de l'analyse modale. On va avoir un comportement complètement modifié, et dans certains cas, des conséquences qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Donc, je le montrerai sur un petit exemple. Voilà. Alors, la question qu'aussi le bureau d'études structure doit se poser, et qu'il oublie de temps en temps, c'est comment mon système global va fonctionner. Est-ce que je vais avoir un mode de sol dominant? C'est-à-dire, est-ce que dans l'analyse modale, par exemple, je vais voir mon bâtiment plutôt comme une translation et carrément un système de sol qui va tout dissiper? Est-ce que la structure est suffisamment souple pour continuer à dissiper de l'énergie ou pas? Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet à l'Eurocode 8 qui est la notion des deux spectres, le spectre élastique et le spectre de dimensionnement. Il y en a un avec le coefficient de comportement et sans ISS, et il y en a un avec l'ISS mais sans le coefficient de comportement. Bon, de temps en temps, on est peut-être un peu entre les deux. Donc, le but, c'était un petit peu d'illustrer aussi ce genre de choses. Et puis, de montrer surtout que pour les méthodes conventionnelles, on a plein de choses qu'on ne peut malheureusement pas faire. Prendre en compte les non-linéarités. Alors, moi, je dis souvent que la fondation la plus simple, la fondation superficielle et le radier, c'est peut-être le plus compliqué pour nous à calculer. On a vu quelques exemples de FAT tout à l'heure, justement. Parce qu'on peut prendre en compte les décollements, mais c'est très rarement fait, malheureusement. Et puis la notion pour les pieux de raideur éventuellement différente entre traction-compression, ça c'est quasiment jamais fait, mais ça pourrait être intéressant. Et puis la variation de la raideur en fonction de la plage d'effort et de la fréquence. J'ai pas mis de la fréquence aussi. Voilà. Bon. Alors donc je vais commencer par les ouvrages sur pieux. Présenter un petit peu les incidences. En fait, je vais montrer pour chaque type des exemples, puis un peu la variation des efforts avec ou sans l'ISS. Voilà, donc la difficulté principale sur les ouvrages sur pieux, c'est d'appréhender correctement la modification du comportement de la structure. On va ajouter des raideurs en pied de structure, et donc du coup, elle ne va plus travailler exactement pareil.
Bon, un sujet qui a souvent été mis de côté, mais qui est la modélisation du système pieu-sol à la liaison avec la structure. Monsieur Jallier, vous en parliez, Fad a rappelé, le cahier technique en a remis une couche. L'atténuation des pics des efforts verticaux. Je pense que le vrai gain de l'ISS, il est plutôt là, en fait. On parle souvent des efforts horizontaux, mais finalement, dans certains cas, on n'aura pas un gain suffisant. Mais par contre, sur les efforts verticaux, il y a un vrai sujet. Et puis éventuellement, le comportement non linéaire en traction-compression. Alors bon, j'ai pris celui du cahier technique, j'aurais dû mettre le tien. Mais voilà, donc la modélisation à retenir normalement en pied de structure est plutôt l'utilisation d'une méthode qui permet d'introduire le terme de couplage. Bon, alors pour nous, structuristes, c'est pas forcément compliqué, hein. Il s'agit juste de mettre une barre d'une longueur donnée. De toute façon, tout arrive de la part du géotechnicien, on se retrouve avec les trois termes, la translation, le rocking et puis le vertical, et puis on réajuste, et puis on met cette petite barre. Bon, ça se fait assez bien, maintenant on commence à avoir pas mal de retours. Alors, un sujet qui est aussi un petit peu négligé de temps en temps, il est tout simple pourtant, hein, il n'est vraiment pas compliqué. Il arrive que pour les groupes de pieux, souvent, le modèle structure, on met un pieu central, et puis voilà, et puis on donne l'effort. Bon, enfin, il faut faire quand même attention, puisqu'on va avoir des notions d'encastrement partiel dues à la présence du massif. Et donc, du coup, il faut un petit travail chez le structuriste avant pour retrouver un ressort équivalent. On ne le voit pas bien, c'est une espèce de petite spirale, c'est pas un point rouge. Je ferai plus gros. Voilà, et puis du coup, un moment supplémentaire sur tous des composants en traction-compression supplémentaire pour l'entreprise de pieux. Et ça, d'expérience, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Et pourtant, c'est assez simple, c'est pas un problème d'interaction sol-structure, c'est un problème de modélisation d'un groupe de pieux, tout simplement. Mais on peut avoir des influences importantes quand même. Voilà. Bon, alors un premier exemple assez simple, j'ai essayé de faire varier le type de structure. Bon, là, c'est un bâtiment, je vais dire classique maintenant. Il y a encore 5-6 ans, c'était pas très classique, mais maintenant, les architectes, les rénovations urbaines, on construit beaucoup en hauteur, donc on trouve beaucoup de R+18. On s'arrête à 18 pour les règles incendie, souvent. Donc avec un socle rigide, ici, une structure assez souple en superstructure, contrevenantée par noyau. On verra que ça aura un tout petit peu son importance. Bon, alors là, donc du coup, je passe toutes les étapes d'itération, mais à chaque fois, il y a un phénomène d'itération avec l'entreprise de pieux, etc., de calage. Le but, c'est juste de montrer l'influence sur ces exemples de la prise en compte d'une ISS partielle, on va dire, entre guillemets. Bon, donc sans interaction sol-structure, on avait un tranchant de l'ordre de 1300 tonnes. Alors j'ai mis un bras de levier de torsion, parce que ça, c'est pas souvent étudié. Et quand je vais intégrer les raideurs des éléments, de la fondation, bon, bien évidemment, on va chuter un petit peu, 20% de gain dans notre cas. Par contre, on va augmenter, alors c'est pas significatif sur ce type de structure, mais on voit qu'on augmente quand même le phénomène de torsion. Bon, c'est logique, puisqu'on met de la raideur aussi bien en translation, mais une translation spatiale, ça crée une raideur en torsion, et on peut augmenter un petit peu la torsion des structures. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est de s'intéresser à l'effort de traction maxi que générerait un cas sismique. Alors, je n'ai pas mis les charges gravitaires dedans, c'est vraiment pour pouvoir comparer directement, puisque les charges gravitaires vont peu varier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on part d'une valeur qu'on va juger un peu absurde. Hein, les entreprises de fondation ont l'habitude de voir ces arrachements exorbitants. C'est tout simplement parce qu'on n'admet aucune rotation à la base, donc en fait c'est les pieux périphériques qui vont tout bloquer. Et le fait de mettre un tout petit peu de raideur va permettre d'engendrer une rotation globale de la structure. Et bon, vous voyez, là c'est un exemple assez flagrant, mais on trouve régulièrement ce genre de choses quand on introduit les ressorts dans les modèles. Bon. Voilà. Bon, alors après, c'est à combiner aux charges permanentes, hein, mais le but, c'était de voir ça. Alors, par contre, si on s'occupe de ce qui se passe un tout petit peu au-dessus, donc le R+1, en fait, c'est à l'endroit où le socle rigide s'arrête, et on se retrouve avec une structure souple. Là, on voit qu'on n'a aucun gain sur l'ISS. Bon, Fad en a un peu parlé tout à l'heure, c'est normal, on a une structure très souple, donc il va y avoir un découplage total. En fait, les pieux vont quasiment pas apporter de bénéfices à cet endroit-là.
Donc il y a quand même une question à se poser, surtout du fait de cette dissociation de l'Eurocode 8 entre l'histoire du spectre élastique et l'histoire du coefficient de comportement. On pourrait se retrouver malheureusement, je pense, parce que à mon avis c'est une bêtise, par exemple ce type de structure, si on avait un bâtiment qui s'arrêtait en plancher bas R+1, par exemple, les pieux continueraient juste en dessous, on pourrait prendre un coefficient de comportement très très important pour une structure comme ça. Enfin, bon, elle est en torsion, mais on pourrait par exemple prendre un coefficient de comportement de 2, et puis en fait calculer des efforts réduits. Et puis si jamais on mettait l'ISS, eh ben, il n'y aurait aucun gain, et en plus on perdrait le coefficient de comportement. Donc on peut se retrouver dans certains cas en structure à faire des jeux réglementaires comme ça qui ne sont pas forcément très très bons, quoi. Voilà. Alors, juste pour illustrer, moi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je ne vais pas l'utiliser dans le calcul, mais ça permet un peu de juger aussi quel type de mode on a. Au tout début, j'ai dit qu'il faut se poser la question si c'est un mode, je dis de sol, c'est la version simplifiée du structuriste, de fondation, on va dire, ou est-ce que c'est la structure qui continue à travailler un petit peu. Bon, alors là, j'ai rentré dans un calcul qui est à côté, hein. Les résultats ne seront pas utilisés pour le dimensionnement, parce que ce n'est pas du tout réglementaire. Mais le but, ça permet d'avoir une étape très rapide pour chiffrer un peu le comportement. Donc un amortissement de structure de 5%, c'est à peu près ce que demande l'Eurocode. On pourrait avoir 4%, bon, c'est pas très très grave. Et un amortissement de pieux à 10%, c'est pareil, c'est pas exactement 10%, ça peut être plus bas. Voilà. Le but, c'est juste d'avoir deux valeurs différentes pour qu'après, dans l'analyse modale, il y ait un amortissement équivalent en fonction des énergies développées dans chaque sous-structure, entre guillemets. Et ça permet de statuer un petit peu sur quel type de mode on a. Donc là, bon, l'exemple est un peu simple, puisqu'en fait c'est un R+18, donc on sent bien qu'il va quand même fléchir. Voilà. Et donc là, dans ce cas typique, peut se poser la question justement de cette cohérence avec l'Eurocode sur est-ce qu'on prend l'ISS avec Q égale à 1, ou est-ce que finalement le bureau d'études structure ne serait pas tenté d'augmenter le coefficient de comportement et en oubliant l'ISS. Alors un deuxième exemple, je descends d'un étage, je ne vais pas tous vous les faire, vous inquiétez pas. Enfin, je vais raboter d'un coup. Alors, bon, c'est un R+17, mais la particularité, c'est que c'est quand même une structure semi-rigide. Il est assez haut, mais très massif. Cet exemple est juste intéressant un peu pour casser les clichés. C'est-à-dire pour montrer qu'en fait, on va avoir sans ISS un effort tranchant de 2500 tonnes. Bon, la torsion, je l'écris, mais là, ça ne change pas. Et je vais introduire des ressorts, et là, je vais augmenter l'effort horizontal. Alors là, catastrophe. Quand je dis ça, tout le monde me dit « je t'ai trompé ». Voilà. Bon, on va expliquer un petit peu pourquoi on a ce genre de phénomène. C'était le deuxième point. C'est-à-dire qu'on va modifier le comportement de l'ouvrage, enfin l'ouvrage, la globalité. Ouais, voilà. Donc ça, c'était les premiers modes dans un ouvrage fixe à la base. Donc on se retrouvait avec, malgré la hauteur, avec des modes un peu découpés. On n'avait que 35% pour le premier mode suivant X, un deuxième mode à 23%, un troisième mode à 23%. Bon, en Y, on avait 53%. Voilà, donc la structure a plus de mal à bouger, elle est bloquée à sa base, et quand même elle est assez trapue malgré sa hauteur. Et puis je vais introduire les raideurs de sol, et là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais apporter de la souplesse, donc plus de masses vont bouger d'ensemble. Donc je vais avoir par exemple un mode qui va passer à 45%, qui va fusionner un petit bout de ce qui se passe là. Je vais avoir des modes ici plus importants, en Y un peu plus important, et surtout ce mode secondaire là qui va apparaître que je n'avais pas avant. Et par le jeu des combinaisons, bah, on va se retrouver avec plus de masse à bouger, pas assez de gains sur l'assouplissement de la période, et donc du coup à augmenter un petit peu l'effort. Alors, c'est pas dramatique. Sur le coup, ça fait un peu peur, mais il ne faut pas oublier, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'à mon avis, le gain principal de l'ISS sur un ouvrage sur pieux, ce n'est pas en horizontal. Si par contre, bon, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais j'aurais dû, si on s'était intéressé aux tractions, aux efforts axiaux dans les pieux, on aurait eu un véritable gain. Là. Et c'est vraiment celui-ci qu'il faut retenir, je pense. En horizontal, il peut se passer plusieurs choses à cause de la multiplication du multimodal. Par contre, le fait d'assouplir la base et d'engendrer une rotation va énormément soulager les pieux. Bon, un troisième petit exemple, cette fois j'ai pris une structure souple, raide, pardon. Je suis descendu d'un coup. Et là, le but, c'était un petit peu de montrer qu'un ingénieur structure, normalement, devrait regarder un petit peu quand même le comportement de l'ouvrage global
Si on faisait l'analyse modale classique, RAID à la base, on se retrouve avec une multitude de modes dans une plage de 5 secondes. En plus des modes croisés, on n'était même pas dans les bons axes, etc. Et puis en introduisant des raiders, alors toujours pareil, la petite astuce, bon, à 10%, c'est critiquable, mais ça permet juste de quantifier quelque chose, de quantifier un mode. Et on se retrouve du coup, bon là, on n'avait même pas besoin de regarder l'amortissement du mode, hein, on se retrouve avec des modes qui font bouger 90% de la structure d'un coup. Donc il est évident que la structure ne va plus beaucoup plastifier à ce moment-là, et que c'est le pieu principalement qui va travailler, et donc dans ce cas-là, l'ingénieur structure doit absolument limiter le coefficient de comportement. Bon, je crois qu'il y a une petite boulette, là c'est pas un 5, c'est un, excusez-moi. Voilà, après bon, ça il y a eu des discussions entre 1 et un 5, mais voilà, ce qu'il faut absolument, c'est faire attention à quel type de mode on a, et nous prendre l'habitude de travailler un peu, que les ressorts ne soient pas juste une donnée d'entrée, et puis on y va, on continue, quoi. Non, il y a une modification. Souvent, le coefficient de comportement, il est fait dans la note d'hypothèse, avant introduction de raider ou quoi que ce soit. Ben, il faut regarder un petit peu, faire un check-up de ce qui se passe après. Voilà. Alors, j'ai voulu parler un tout petit peu des fondations sur semelle. Bon, moi, je suis resté dans les méthodes usuelles qu'utilisent les structuristes, qui ne sont pas forcément correctes. Je pense qu'il faut... Donc là, je vais faire un petit rappel, j'ai pas eu le temps de corriger, à la présentation de Fab. Voilà. Mais c'est pas grave, le but, c'est de montrer un peu les problématiques qu'on a sur les bâtiments courants, avec les méthodes courantes. Hein. Attention, hein, on est bien sur ce cas-là. Il y a des méthodes évoluées. Si on fait du non-linéaire dans tous les sens, il n'y a aucun problème à traiter ce genre de sujet. Alors, la principale difficulté qu'on aura, c'est... Bon, déjà, c'est des structures sur lesquelles on a très rarement d'ISS en tant que structuriste. C'est assez rare qu'on introduise des raiders sur les fondations. À tort, hein, bien évidemment, mais c'est assez rare. Alors, la difficulté, ça va être d'assurer un fonctionnement non linéaire du fait du décollement, et puis d'introduire des raiders particulières. Parce que souvent, pour les fondations superficielles, c'est plutôt des données d'entrée en termes de caractéristiques de sol, et c'est le structuriste qui va calculer lui-même les raiders de sol. Donc là, c'est un peu différent que par rapport aux ouvrages sur pieu. Bon, alors j'ai remis les méthodes de Rosenbusch qui sont pas trop applicables parce que c'est totalement homogène. Deleuze, pareil. Bon, ça c'est vraiment pour indication. Admettons que la raider soit donnée. Donc, si on fait un calcul classique, on va se retrouver avec des phénomènes pas du tout réalistes. C'est-à-dire qu'on va avoir un ferraillage qui va être obtenu, nous, dans nos structures, hein, qui va être dû à un arrachement sur le sol. On est magicien, on arrive à créer des choses non physiques. On va mettre des tirants importants dans les voiles. On va avoir des contraintes au sol qui ne seront pas du tout adaptées, puisqu'en fait, on va être soulagé par la traction d'un côté. Enfin bon, bref, tout le problème du linéaire sur des fondations superficielles en basculement. Alors après, on peut recalculer les contraintes au sol avec les méthodes manuelles qui sont données dans les normes, etc. Mais malgré tout, c'est pas très logique. Donc j'ai pris un exemple, alors un peu extrême, c'est fait exprès, hein, d'un bâtiment, donc il est en zone 5. Donc en zone 5, particulièrement aux Antilles, on a toujours les mêmes problèmes de contreventement dans le sens longitudinal à cause des impositions de ventilation naturelle, etc. Donc dans le sens longitudinal, vous voyez, on n'a quasiment pas de contreventement. Il y en a un qui est là, puis après, bon, derrière, etc. Mais très faiblement contreventé. Donc si on applique une méthode classique d'analyse modale avec des raiders, bon, on se retrouve avec l'absurdité qu'on peut voir là. Donc les flèches vers le bas, c'est des tractions. Magnifique. Bon, donc, enfin, vous voyez, on n'est pas du tout adapté au comportement classique, mais aujourd'hui, 80% des ouvrages fondés superficiellement sont faits comme ça. Voilà. Bon. Alors, le but, donc moi, je vais m'intéresser par exemple à ce voile-là, donc on voit bien que ça travaille comme un espèce de noyau, et puis bah, donc en fait, on est comprimé sur un côté, et puis totalement arraché sur l'autre. On va essayer, donc, qu'est-ce que peut faire l'ingénieur structure avec des logiciels classiques, hein. Le but de la présentation, c'est ça, c'est de montrer ce qui est possible avec des logiciels classiques. Donc si j'exploite vite fait, mais c'est pour avoir une comparaison, ce voile-là, en termes de ferraillage, on ne voit pas trop, mais on trouve à peu près 6 cm² par phase de ferraillage, dû à l'arrachement. Bon, si maintenant j'introduis une méthode qui peut être utilisée avec tous les logiciels, hein, les classiques qui sont utilisés par les bureaux d'études, Robo, Gretec font ça maintenant, c'est de transformer un peu les résultats de l'analyse modale en un champ de force latéral, ça se fait de plus en plus. Donc on va récupérer toutes les accélérations, on va les transformer en un champ de force. On va
une petite étape de recalage, puisqu'ici on va avoir des problématiques dues à la méthode CQC là, de combinaison des modes. Donc on va recaler un petit peu pour essayer de retrouver le même, surtout puisqu'on va s'occuper du basculement, le même moment de renversement, puis l'effort tranchant si possible. Et on va introduire des appuis autorisant le décollement et réalisation d'un calcul non linéaire en décollement, hein, pas en matériaux. Donc si on fait ça, on se retrouve avec une structure qui n'a plus beaucoup de points d'appui. C'était un peu volontaire de montrer quelque chose d'extrême. On se retrouve avec un équilibre sur le sol qui est complètement différent. Bon, là, on pourrait d'ailleurs se poser la question de la validité de l'analyse modale, puisqu'on va se retrouver avec une structure qui est complètement soulevée. Donc on a un problème peut-être aussi d'hypothèse de calcul. Et donc du coup, par contre, on se retrouve avec les structures qui se lèvent, et si derrière on exploite le ferraillage, on va se retrouver juste avec du ferraillage qui doit être présent pour lester le poids qui se soulève. Alors, dans les voiles, après on va avoir quand même des linteaux qui vont beaucoup plus travailler, qui vont être beaucoup plus sollicités, tous les éléments horizontaux vont être beaucoup plus sollicités. Mais on a un ferraillage, ce qui est important de noter pour nous en structure, c'est qu'on va avoir un ferraillage qui est complètement différent que celui qu'on aurait sur une méthode classique. Donc ça veut dire que derrière, la méthode classique n'est pas forcément très, très bien. Voilà. Bon, les contraintes au sol, pas pareil. Bon, enfin là, on n'exploite pas les contraintes au sol, c'était pour montrer la variation. On va plutôt repartir du torseur pour calculer la contrainte au sol avec une méthode suivant la norme. Mais c'est pour montrer qu'on vient plus s'écraser. Bon, c'est logique. Hein, voilà. Bon, ça c'est la principale difficulté des semelles. Finalement, ça représente beaucoup d'ouvrages. Il y en a très peu qui sont calculés comme il faudrait, malheureusement. Et dès qu'il faudrait les calculer, ça fait appel à des fonctions que les bureaux d'études structure, je parle encore des bureaux d'études structure en exécution, qui sont là pour produire le ferraillage, n'ont pas l'habitude forcément d'utiliser. Voilà. Bon, les logiciels se sont un peu adaptés. Par contre, il y a un véritable gain. Bon, le gain principal, c'est qu'on est plus proche de la réalité quand même. C'est quand même un peu plus pratique, parce que mettre beaucoup d'acier à l'endroit où ça se décolle, ça n'a pas trop de sens. Et puis par contre, on va avoir un gain de ferraillage aussi, malgré tout, sur les voiles. Alors après, je vais enchaîner avec les ouvrages sur radier. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, c'est un vrai sujet pour nous en structure. C'est peut-être le plus compliqué. Alors, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on va recevoir de la part du géotechnicien. Si on reçoit des éléments type cuvette de tassement, zone un petit peu particulière, là, à la limite, ça va bien s'enchaîner. Bon, malheureusement, pour les ouvrages courants, vraiment courant, on va recevoir juste une raideur classique et il n'y a jamais d'itérations qui sont faites, il n'y a jamais de calage. Alors, la principale difficulté, c'est, bon, Fad l'a déjà montré encore, il a montré tout ce que j'avais... c'est qu'on va se retrouver avec un fonctionnement de radier qui n'est pas du tout le bon. On va se retrouver avec, par exemple, même problème que pour les fondations, des décollements qui ne seront pas des décollements, mais des tractions, donc un comportement un peu bizarre. Et puis après, on verra, la vraie difficulté, c'est d'introduire l'ISS en sismique sur ces principes-là, avec la prise en compte des raideurs en rotation. Donc si je prends un radier, un ouvrage tout bête que le structuriste prend en exécution, il a une G2 ou quelque chose... des éléments du géotechnicien, il met une raideur, et puis on va se retrouver avec des tassements qui font des vagues. Donc on va se retrouver avec très peu en périphérie, non, beaucoup en périphérie parce que c'est là où on est souvent le plus chargé, pas grand-chose en zone centrale de dalle, ça redescend au niveau du poteau, puis ça remonte au niveau de la... Bon, enfin bref, une espèce de vague qui est complètement à l'envers de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc on ne se comprend pas trop sur le sujet des radiers. Autant il y a eu beaucoup d'efforts faits sur les pieux, etc. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à améliorer en termes de collaboration. Alors, les ouvrages exceptionnels, entre guillemets... il n'est pas venu, merde. Pardon, excusez-moi. La diapo est lourde, elle met du temps à se... Voilà. Donc, pour les ouvrages exceptionnels, on va se retrouver avec des itérations, des calculs qui sont faits aussi bien en géotechnique en intégrant un peu les raideurs du dessus. Là, c'était un calcul qui avait été fait par Terrasol sur la tour phare qui ne se fera jamais. C'est dommage. Il fait beaucoup de calculs dessus. Voilà. Donc, fourniture d'une cuvette de tassement, entre guillemets, et là, on peut essayer, nous, dans ce cas-là, de reproduire carrément la cuvette, parce que là, ce n'était pas des raideurs qui avaient été donnés, c'est les déplacements. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de
de reproduire, de donner un déplacement cible à chaque zone, et puis par itération d'aller vers ce déplacement. Donc là, on retrouve la cuvette, la forme de déplacement, et on va imposer au radier un bon comportement. C'est hyper exhaustif, ça met beaucoup de temps à caler, mais bon, c'est plus réaliste. Donc sinon, on aurait quelque chose de complètement inverse, et surtout sur une tour où les premiers étages sont très très robustes, avec des linteaux très importants, on va se retrouver quand même avec un fonctionnement des structures au-dessus qui seront différentes. On va avoir des mises en compression, etc., des cisaillements qu'on n'aurait pas sur une introduction de raider bête et classique. Bon, alors ça j'avais mis, mais c'est vraiment pour les ouvrages tout simples en fait, mais c'est le but de faire ça si on n'a pas de données, si on n'a pas de billes, c'est d'essayer, nous, en tant que structuristes, de recréer une espèce de cuvette nous-mêmes en mettant un peu plus de raider en périphérie et moins au centre. Voilà. Bon. Mais bon. Ça, c'est un peu difficile tout seul dans notre coin de faire ça. On n'a pas les ordres de grandeur, on n'a pas ce qu'il faut, mais au moins déjà qu'on soit sensibilisé, c'est pas mal. Voilà. Alors par contre, le vrai problème des radiers, bon, enfin, c'était déjà pas mal le premier, mais c'est le calcul sismique et la prise en compte des raiders pour les radiers. Alors nous, en tant que structuristes, on aime bien quelque chose de surfacique. C'est bien, c'est simple dans notre modèle, on clique sur le truc, on met une raider surfacique, et puis c'est super. Voilà. Bon, ça donne des résultats un peu bizarres, mais c'est pratique pour nous. Si on se concentre sur le point central du radier, enfin le centre de gravité du radier, bah, c'est ce qui a été montré un petit peu avant, on va avoir quand même plusieurs degrés de liberté, plusieurs rotations. On va avoir 2 translations en horizontale, on va avoir une raider verticale, 2 raiders en basculement, et une raider en torsion. Bon, la totale, mais bon, souvent la torsion. Bon. Alors, la difficulté pour nous, c'est de reproduire un peu le système, donc on aurait tendance, la vraie méthode pour avoir le bon comportement de l'ouvrage. Alors après, il y a la difficulté d'exploiter le radier, mais pour avoir le bon comportement de l'ouvrage et de la fondation, c'est de créer 6 nœuds centraux, d'apporter chaque raider sur les nœuds centraux, de relier tous ces nœuds centraux à chaque nœud du radier, de remettre des matrices de souplesse entre chaque nœud du radier. Enfin bon, on passe beaucoup de temps à faire ça, mais c'est le seul moyen d'avoir un comportement à peu près exact sous basculement du radier. Alors cette solution a l'avantage de pouvoir, où on peut exploiter les résultats dans le radier, sinon l'autre solution c'est de mettre un seul nœud où on va mettre les 6 raiders et puis les relier un peu partout, mais là on va avoir un radier qui va être complètement rigide et qui ne pourra pas bouger. Donc du coup on aura le bon comportement de l'ouvrage, mais un radier inexploitable. Mais ça, on ne va pas le faire dans n'importe quel logiciel, il faut avoir possibilité de travailler dessus. Alors, ce qu'on aime bien, souvent, ce qui est fait malheureusement, parce que c'est pas correct, c'est de remplacer ces 6 degrés de liberté, enfin ces 6 raiders ponctuels par des raiders surfaciques. Mais là, on va se poser beaucoup de questions, parce que la raider, bon alors on va dire les deux mêmes, hein, les raiders en rotation, les raiders horizontales, est-ce qu'elles sont produites par la raider ponctuelle qui est celle-ci, ou est-ce que c'est la torsion qui va générer un blocage? Il n'y a pas de réponse, hein. C'est une question sans fin. Bon, le vertical, bah, lui, il a le droit à 3 problèmes. Lui. L'horizontal, c'est déjà pas mal. Le vertical, bah, est-ce que c'est le phénomène de pompage? Donc, ça, à la limite, c'est pas trop dur. Enfin, et encore, avec des problèmes de tassement qu'on n'étudie pas trop en sismique. Ou est-ce que c'est les phénomènes de basculement? Et dans ce cas-là, il y en a un dans chaque direction, lequel on met, puisque le radier, on n'étudie pas dans 2 zones, on étudie en 3D. Voilà, donc nous, en tant que structuristes, malheureusement, ça, c'est souvent fait, mais on fait beaucoup de bêtises en faisant ça. Donc, la bonne méthode, c'est plutôt d'utiliser ce principe-là. Et honnêtement, autant pour les pieux, les semelles, on va trouver dans les logiciels courants. Moi, vraiment, le but, c'est d'insister sur ce qui est fait couramment. Les logiciels courants, on va trouver des méthodes. Autant pour les radiers, ça, on ne va pas pouvoir le faire n'importe où. Pourtant, c'est compliqué, mais voilà. Voilà. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Donc, la principale difficulté, c'est de savoir... ouais, mais c'est bon. Ça va être bon. Voilà. Donc après, pour tout ce qui est phénomène sismique, on peut reproduire les mêmes principes de méthode que sur les analyses avec semelles superficielles, c'est-à-dire pour gérer le basculement, essayer d'introduire plutôt qu'une analyse modale spectrale, transformer ça en champ de force équivalent et faire du non-linéaire sur chaque combinaison. Je vais passer vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà. Bon. En conclusion, le but, c'était un peu de montrer toutes les méthodes classiques
Alors bien évidemment, il y a toutes les méthodes évoluées en prenant en compte des accélérogrammes, des non-linéarités dans tous les sens, mais le but c'était de montrer quel était un peu l'état actuel des bureaux d'études structure. Et on voit qu'en fait il y a deux vitesses, c'est-à-dire que nous on est encore, malheureusement, mais bon après c'est peut-être le temps de construction en exécution qui l'impose ou quoi que ce soit, on est encore sur des méthodes linéaires, élastiques, etc., méthodes simplifiées pour le séisme avec une analyse modale, avec un coefficient de comportement. Et c'est à nous aussi de nous poser des questions sur, ok, on a pris les hypothèses conformes à l'Eurocode 8, par exemple, mais est-ce que l'introduction des raiders en dessous ne va pas changer toutes ces hypothèses? Et il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de faire ça, et puis d'essayer d'utiliser un tout petit peu de méthode, un tout petit peu plus évoluée, pas exceptionnelle, mais pour tout ce qui est superficiel, avec des prises en compte de décollement, surtout pour qu'on ait un ferraillage qui soit beaucoup plus réaliste dans notre structure. Aujourd'hui, on a un problème quand même de réalisme de nos ferraillages sismiques sur fondation superficielle. Voilà. Merci Gerban. C'est un témoignage précieux pour ceux qui travaillent évidemment dans le sol et avec des questions qui vont avec. Et je pense que déjà les premières arrivent. Didier Combescure du projet ITER et de l'AFPS. Enfin, j'avais surtout un commentaire. En fait, c'était par rapport à la prise en compte des incertitudes, enfin, que ce soit sur cette présentation ou la présentation précédente. Je pense que c'est un point qui est très très important. Alors, si vous pouvez à un moment donné détailler peut-être ce qu'il faut faire pour prendre en compte les incertitudes dans l'interaction sol-structure. Alors, à l'AFPS, dans le cadre des ICPE, on a repris des choses qui se font dans le nucléaire avec un certain nombre d'études paramétriques, mais je me demande si on utilise en fait suffisamment les possibilités expérimentales qu'on a à disposition à l'heure actuelle, que ce soit au niveau peut-être sol, enfin ce matin on en a un peu parlé, mais surtout structure. Ça peut peut-être lever et diminuer à un moment donné les incertitudes. Après, ça va dépendre de quel type de projet on parle. C'est-à-dire que c'est sûr que il y a un gros déficit dans le parc privé, enfin le bâtiment à risque normal, où faire prendre une fourchette, faire varier un petit peu les modules pour la fissuration du béton, c'est compliqué. Voilà, alors c'est ce qu'il faut faire, mais c'est difficile à demander. On a très peu de retours. Pour la structure, on n'a pas 150 000 possibilités, c'est-à-dire on va plutôt jouer sur les raiders, enfin les éléments de sol qui nous sont donnés avec une fourchette, et souvent on se recale sur ce qui est fait, je pense qu'on se recale peut-être à tort sur ce qui est fait un peu dans le nucléaire, parce qu'on a plutôt du Crossall ou des essais plus fiables, tandis que dans le bâtiment à risque normal, on n'a pas trop d'essais dynamiques du sol. Et après pour la structure, moi c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est assez rare, c'est de faire varier les modules. Comme on fait de toute façon des calculs linéaires sans plastification, à moins d'être sur l'existant et de connaître les aciers et puis de faire quelque chose de plus précis, c'est de faire varier un peu le module du béton pour avoir un pseudo-taux de fissuration, mais ça reste très arbitraire. Ce que je me demande, c'est si on ne pousse pas assez les donneurs d'ordre justement à faire des essais, plus d'essais, disons, même sur les structures, en mettant en particulier sur le bâti existant, ça peut à un moment donné réduire les incertitudes. Bon, moi j'ai la particularité, avant d'avoir été chez CTE, d'être en direction technique de Socotec. Dès que je demandais en bâtiment à risque normal de me faire une fourchette, je ne vous raconte pas comment je tairais les noms d'oiseaux, quoi. Voilà, ça c'est un vrai manque chez les structuristes, et il faut qu'on en ait conscience, c'est-à-dire qu'on prend aujourd'hui les raiders et les valeurs d'ISS, et quand on voit les présentations qui ont été faites aujourd'hui, qui sont de mieux en mieux calibrées, et nous on les prend comme si c'était n'importe quoi, on les met dans le modèle, et puis bon, ça change les résultats, super. Ouais, voilà. Il faut vraiment qu'on ait l'esprit critique sur ce qu'on nous donne, enfin pas sur la valeur qu'on nous donne, mais sur ce qu'elle apporte au bâtiment. Et ça, c'est fait dans les grosses ingénieries. En conception, on a un peu plus de temps. Dans les bureaux d'études d'exécution où il faut ferrailler,
De temps en temps, le ferraillage sort avant le modèle. Donc, Je voulais faire un deuxième commentaire, parce que vous avez cité plusieurs fois des documents de l'AFPS, dont je vous en remercie, en particulier la mission post-sismique au Mexique. Alors il y a eu des commentaires tout à l'heure sur un des cahiers techniques. Ce que je voudrais rappeler, c'est que les cahiers techniques, c'est issu en fait d'un groupe de travail et d'un avis du groupe de travail, qui dans ce cas-là a fait un travail important, qui est passé en revue du CST, dont le cahier technique, c'est l'opinion de l'AFPS sur ce sujet-là. Donc après, s'il y a des commentaires, nous répondrons aux commentaires. Mais voilà. Et je remercie les personnes qui se sont impliquées dans les cahiers techniques. Voilà. On a un petit peu de temps pour une dernière question. Respecter l'âge. Oui. Pardon. Les dames d'abord. Pas tant que ça. Non, alors c'est là la question. Bonjour, Nader Mezernex. J'ai une question par rapport en fait à la méthode statique. Quand vous passez de votre analyse modale à la méthode statique pour évidemment évaluer le décollement. Partez des efforts de l'analyse spectrale, vous mettez ça dans votre modèle statique et vous évaluez le décollement. Sauf que le bâtiment va décoller beaucoup et les efforts issus de la méthode spectrale ne sont plus valables. Oui, c'est ce que. Enfin, j'ai fait peut-être un commentaire un peu rapide, mais je l'ai dit justement. J'ai dit que dans mon exemple, il y avait probablement trop de soulèvements et qu'à l'arrivée, les résultats de l'analyse modale spectrale n'étaient pas corrects. Oui, là, on est dans la limite du. Oui, mais même la méthode statique. Oui, plus valable de toute façon, non plus. Parce que les efforts... La méthode de base est plus bonne, donc on peut même plus la transformer pour aller... Et alors, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là? Là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je sais pas, rajouter des murs dans le bâtiment, ça serait le plus facile pour le calcul, mais sinon, il faut passer... on est sur de l'accélérogramme. Mais dans le bâtiment à risque normal, on n'a pas d'accélérogramme, enfin très peu. On est vraiment, aujourd'hui, les ouvrages sur... On a un vrai problème dans le parc à risque normal sur les ouvrages fondés superficiellement. Je mets les radiers de côté parce qu'on a de la masse, mais sur les ouvrages fondés superficiellement, on se retrouve avec de moins en moins de contreventements dans les architectures actuelles, avec beaucoup de décollements, et on n'est plus du tout dans les critères du respect de l'analyse modale spectrale. Donc je ne sais pas si on va réussir à faire passer des calculs en accélérogramme sur tous les bâtiments à risque normal, mais il y a un vrai sujet. Ouais. Donc merci. c'est compliqué. Merci, on peut applaudir encore une fois.